passe notre journée à soigner et puis le soir, on fait l'administratif, on tape des comptes rendus, etc. Donc on a une charge mentale qui est juste insoutenable. Et c'est encore une évolution très récente de l'intelligence artificielle générative. Elle s'appelle agentique. Elle est là pour prendre l'ensemble des tâches que vous réalisez dans votre cabinet, pour vous suppléer, pour vous épauler et faire en sorte que vous passiez moins de temps sur toutes ces tâches-là. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie ou qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Eh bien, bonjour Frédéric, nous y sommes. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du temps de la relève. Vous le savez, c'est un podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le système de santé de l'intérieur avec des idées, de l'audace et souvent beaucoup d'obstacles aussi à surmonter. Alors aujourd'hui, on va parler charge mentale, on va parler organisation, on va parler gagner du temps et on va surtout s'intéresser à deux professions, les kinés et les orthophonistes dans leur pratique quotidienne, puisqu'on va parler de votre projet Marcus Santé, un assistant conversationnel que vous avez cofondé pour justement accompagner ces professionnels de santé. Alors derrière cet outil, il y a une vraie vision, une vraie stratégie et surtout un très beau parcours d'entrepreneur. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on parle ensemble de la manière dont Marcus a été construit, de votre parcours et aussi de votre vision du système de santé aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter. Très bien, merci Marie-Noëlle. Frédéric Valette, je suis le cofondateur, puisque comme dans tout projet, il y a toujours une équipe derrière et donc Pierre-Jacques est à mes côtés pour travailler sur ce projet. Moi, ça fait 25 ans que je suis au cœur de la technologie. Je crois que je suis vraiment né entrepreneur et passionné de technologie. Donc, j'ai monté pas mal de structures sur ces sujets-là. Et pour arriver à ce qui nous intéresse, lorsque l'IA générative a atteint la maturité que l'on connaît il y a quelques années, il y a eu une sorte d'alignement de planètes en se disant que c'était quelque chose qui pouvait, si c'était, et on pourra en reparler, bien utilisé et bien évidemment, apporter beaucoup et au plus grand nombre. Et fort de ce constat, et donc après c'est une histoire humaine puisque c'est une rencontre avec Pierre quelques années auparavant, une rencontre avec des kinésithérapeutes, donc deux amis proches, Pierre et moi, qui ont lancé l'histoire de Marcus. Voilà. Très brièvement, on pourra y revenir en détail. La santé, c'était quelque chose que vous connaissiez dans le passé. Vous aviez déjà, on va dire, une appétence pour ce secteur-là ou pas du tout? Alors pas du tout. Et en fait, on est parti d'un grand sujet sport, santé, nutrition avec Pierre il y a 2 ans à peine. Ce grand sujet, plus par intérêt personnel, on est très sportif, on côtoie beaucoup de sportifs, de médecins, et en fait, on a senti qu'il y avait une sorte de corrélation, pour pas faire de métaphore liée justement à l'intelligence artificielle, entre ce qui était capable d'offrir la technologie de l'intelligence artificielle et le monde du sport santé nutrition. Et quand on a commencé à travailler dessus, ça a été une quasi-évidence, surtout avec nos amis médecins et professionnels de santé,
qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels on pourrait apporter des solutions concrètes et assez rapidement. L'IA, c'était quelque chose que vous connaissiez auparavant? Parce que c'est vrai qu'alors sur on va dire ces derniers mois, voire années maintenant, on en parle énormément, mais moi je me rappelle, enfin il y a 4-5 ans, intelligence artificielle, c'était un grand point d'interrogation et je pense que moi j'étais, en tout cas pour ma part, à 1000 lieues de me dire qu'on allait pouvoir faire tout ça quelques années après. Bien sûr. Bon, en fait, comme toujours, quand on est au cœur d'un secteur, bon, en général, on connaît bien ce secteur et tout ce qui s'y passe et toutes les tendances. En fait, moi, l'IA, je le connais ça depuis très longtemps, puisque déjà lors de mes études, c'était des sujets sur lesquels je travaillais. Je côtoyais des gens qui étaient docteurs en IA il y a déjà 35 ou 40 ans. C'est quelque chose qui remonte. Je vais pas refaire l'historique. L'IA, ça a été inventé en 1945. Bon, vous voyez, ça date un petit peu. C'est tout simplement sorti aux yeux du grand public très récemment. Mais l'IA, ça existe depuis très longtemps. Dans la médecine, depuis 15 ans déjà, entre 10 et 20 ans selon les sujets, c'est quelque chose qui est utilisé assez largement. Par exemple, pour les radios, l'analyse des radios, ça marche très très bien. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je suis sensible. Et moi, sur mon parcours professionnel depuis 25 ans, en gros, j'ai suivi toutes les nouvelles évolutions technologiques. À chaque fois, j'ai lancé une activité sur les dernières évolutions. Et donc là, j'étais un peu à l'affût depuis 4-5 ans sur l'intelligence artificielle. Alors, générative, puisque c'est elle qui, selon moi et selon mon profil et mes préférences, permettent d'apporter au plus grand nombre. Mais ça, c'est une conviction personnelle et donc on s'est lancé là-dessus derrière. Est-ce que justement vous pouvez nous dire un petit peu pour nos auditeurs, comment on peut définir l'IA générative? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme employé, mais je suis pas sûre qu'on nous, en tout cas, professionnels de santé, où on n'est pas je pense très au clair sur qu'est-ce qu'on met derrière une IA générative. Oui, ben, très très schématiquement, on pourrait différencier 2 types d'IA. Celle qui existe depuis très longtemps, qui est plutôt une IA scientifique. Donc là, c'est des mathématiques, c'est des réseaux de neurones et ça permet de traiter des données d'une manière puissante et scientifique. Et puis de l'autre côté, l'IA générative, c'est donc celle qu'on connaît dans le grand public. Et on dit générative parce que c'est celle qui permet de générer, donc de générer du texte, de générer un certain nombre donc d'échanges par un système de chatbot. D'accord. À l'origine, l'IA générative a été fait pour 2 sujets. Elle a été fait pour le copywriting, donc la génération de texte, et pour générer du code informatique. Mais tout ça par un système d'échange, donc de chat avec l'IA derrière. OK, donc clairement, ChatGPT, on est sur de l'IA générative. Voilà, on pose une Voilà. question, il y a une réponse qui vient de l'IA derrière. OK, très C'est ça clair, l'IA générative. très clair. Heu, Rapidement, vous avez ciblé, comment dire? Un manque, heu, dans le système de santé ou dans une catégorie professionnelle? C'était un vécu que vous avez eu ou d'un coup vous vous êtes dit, Oui. avec votre associé, «Là, vraiment, il me manque quelque chose»? Alors en fait, on a cherché, on a commencé déjà par maîtriser la technologie, même si on est des gens de la tech, il a fallu quand même maîtriser, hein. On se lance pas d'IA générative technique professionnelle comme ça. Il y a un certain nombre de freins et de développement à réaliser. Et ensuite, on a cherché ce qu'on pouvait faire sur ce grand sujet sport, santé, nutrition. On a rencontré plein de gens, on a fait des études de marché, on a vu plein de secteurs, beaucoup décevants d'ailleurs, soit par manque d'appétence pour l'innovation, la technologie, soit une taille de marché réduite, etc. Et en fait, on est arrivé au monde de la santé et aux praticiens de santé et aux kinésithérapeutes un soir lors d'un dîner avec nos 2 amis. Il y avait d'autres amis médecins, nos 2 amis kinés. Et en fait, on a discuté, on a échangé sur le métier, alors qu'on le faisait pas vraiment, même si on savait de part et d'autre ce qu'on faisait. On savait qu'on tournait autour de ce sujet, donc on connaissait bien leur métier.
Et en fait, ça a été une évidence. Hein. En gros, ce qui ressortait, c'est valable même au-delà des praticiens de santé, dans le monde médical en général. On passe notre journée à soigner et puis le soir, on fait l'administratif, on tape des comptes rendus, etc. Donc, on a une charge mentale qui est juste insoutenable et qui est complètement anormale puisque ces gens-là doivent soigner et pas travailler sur tout ce qui est périphérique et qui n'est pas du domaine médical. Et donc, on est parti de là. Et après, on n'a pas arrêté. Ça, c'était il y a 1 an. C'était quasi jour pour jour, hein, 15 octobre 2024. Et on a commencé à travailler avec tous les deux. On a élargi et on a fini par travailler avec une centaine de praticiens voilà, en co-construction. Voilà. Il reviendra, mais le point de départ est là. Ok, donc il y a 1 an, on va dire le projet se concrétise, ou en tout cas l'idée de départ est assez claire. Comment vous avez réussi? Donc vous aviez quand même donc quelques personnes dans votre entourage où vous avez pu, je pense, leur faire un petit peu tester différentes solutions ou en tout cas les questionner. Comment après vous vous êtes entouré? Est-ce que c'est vous qui avez développé la solution? Comment ça s'est passé? Parce que là, on a compris que vous étiez 2 sur ce projet-là. Comment après, on arrive à construire toute cette solution, on va dire, sur un point de départ d'une problématique? Ouais. Alors en fait, quand on a lancé cette expérimentation santé, professionnels de santé et kiné, c'était 1 an après le démarrage et on était déjà 6 dans la structure, Mmh. focalisés sur la techno. Ouais. Donc ça veut dire que la partie technologique, on l'a maîtrisée et on la maîtrise depuis et on la développe en interne. Et ça c'est capital parce que c'est notre actif, c'est le cœur de ce que l'on fait. Donc ça, on a travaillé là-dessus. Et on a travaillé avec ces 2 amis praticiens de santé pour construire la solution par tout un tas d'ateliers où en fait on les a écoutés, on les a observés, on a fait de l'immersion dans leur métier, dans leurs séances, on a passé des jours avec eux, voilà, tout un tas de méthodologies bien cadrées pour en extraire en fait ce qu'on appelle les points de douleur. Mmh. Quelles sont leurs problématiques du quotidien. Ensuite, on a échafaudé des hypothèses, on a fait des maquettes, des produits, on les a fait tester, tout en élargissant le nombre de personnes impliquées, puisqu'on a lancé une campagne de recrutement donc de ce qu'on appelle à la fois des early adopters, ou en tous les cas des praticiens qui se sont impliqués dans la construction du produit avec nous, pour élargir le champ, pour ne pas être restreint non plus à 2 personnes et que ça soit représentatif. Oui, parce que c'est vrai que le monde des kinés, c'est un seul métier, mais on va dire que quand même on a des kinés qui vont avoir des pratiques différentes, des spécialités différentes, donc peut-être des problématiques aussi différentes, suivant voilà les patients qu'ils peuvent avoir ou leur organisation dans leur vie, voilà, leur vie C'est professionnelle. exactement. Alors, clairement, pour les kinés en tout cas qui nous écoutent, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Marcus Santé, voilà, moi je suis kiné aujourd'hui, j'ai ma patientèle, j'ai mon cabinet en libéral. Comment Marcus va s'intégrer à ma vie de kiné? Alors, écoutez, nous, enfin, ce qu'on a pu constater, je reprends ce point de départ sur les problématiques donc des kinés au début, et il se trouve qu'aujourd'hui, on est très sollicité par tout un tas de métiers du monde médical, puisqu'en fait, la constante, j'en parlais, c'est comment je peux me focaliser sur ce pourquoi j'ai signé dans ce beau métier, c'est le soin, c'est gagner plus de soins, c'est forcément, hein, la journée n'est pas extensible, c'est réduire toutes les autres parties, dont toutes celles qui en général embêtent beaucoup les soignants. Mmh. Donc ça, c'est le point de départ. Je le disais et je le répète, c'est important. Donc en fait, ce qu'on a développé, c'est une sorte de super secrétaire qui s'occupe de tout ce que vous devez faire d'un point de vue administratif. Donc, il va vous rédiger des courriers, il va vous envoyer des courriers, enfin, il va envoyer des courriers, par exemple, au médecin référent du patient, dans certains cas. Il va vous rédiger le bilan. Donc, vous faites un bilan. Alors, soit vous le faites manuscritement, soit vous avez des outils pour le faire, mais il y a du paramétrage, etc. Ben là, vous vous occupez de rien. Vous avez Marcus qui s'occupe pour vous de rédiger le bilan. Il va s'occuper de relancer vos patients pour s'assurer que les exercices sont réalisés ou pour être en veille auprès d'eux en cas de souci et il va vous en alerter. Donc en fait, c'est pour ça que le terme assistant, on l'aime pas trop parce qu'il commence à être galvaudé Mmh. dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais
l'assistant de métier pour les praticiens de santé, ce terme s'adapte bien. Assistant, secrétaire, ça traite l'aspect purement administratif, mais en fait, c'est une secrétaire plus, puisqu'elle connaît déjà parfaitement votre métier, puisqu'elle est entraînée pour être kinésithérapeute, si on parle des kinésithérapeutes. Donc, elle connaît le vocabulaire, elle a ce savoir. Donc, elle est capable d'avoir un premier niveau de discussion, par exemple, avec les patients, toujours dans le cadre de ce que le praticien a donné comme directive, hein, jamais de débordement, d'échanger, de remonter un cas de difficulté, etc., etc. Donc, elle est là pour prendre l'ensemble des tâches que vous réalisez dans votre cabinet, pour vous suppléer, pour vous épauler, et faire en sorte que vous passiez moins de temps sur toutes ces tâches-là. OK. Et donc le Marcus, en fait, va s'intégrer, au niveau, de l'ordinateur du kiné, au niveau de son téléphone? Comment ça se voilà. Ouais, ça c'est indifféremment. Beaucoup de kinés sont en mobilité, donc c'est plutôt téléphone, Mmh. via une app, mais sinon c'est sur le web, sur l'ordi, s'ils le souhaitent. Ça, il y a pas de souci là-dessus. OK, donc le kiné reçoit par exemple son premier patient, le patient vient pour, problème de hanche, un problème de genou. Comme, voilà, tous les kinés, il va faire donc un premier bilan. Ouais. Comment Marcus va pouvoir intégrer en fait les informations? Comment en fait il capte les informations, pour ensuite les rédiger et peut-être les envoyer au chirurgien ou au médecin traitant, dans le cadre, voilà, du premier bilan et du premier contact que le kiné va avoir avec son patient? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir, je l'ai pas précisé, ça se présente, c'est un chat, en fait, hein, Marcus. Ça y est que c'est fini le temps des logiciels, hein, vous n'avez pas des boutons, des actions, des paramétrages, des graphiques, voilà, tout ça, on s'en fout, ça sert à rien. Pour gagner du temps, il faut des choses simples. Donc, vous avez Marcus avec qui vous échangez. Donc, Marcus va apprendre déjà de vous, de votre manière de travailler, votre manière de rédiger, vos préférences professionnelles, etc., etc. Donc, vous allez échanger avec lui. Donc, vous êtes avec Marcus sur votre téléphone, vous avez le patient qui rentre et vous allez lui dire, enregistre le bilan que je vais faire là. Donc, vous posez le téléphone, Marcus enregistre le bilan vocalement et ensuite, il va vous le retranscrire selon le modèle que vous souhaitez. Mmh. Vous aviez déjà un modèle auparavant, ce qui est en général le cas, modèle de bilan. Vous le lui fournissez. Marcus, je voudrais que tu utilises ce modèle de bilan pour me retranscrire tous mes bilans. Très bien. Marcus prend ce modèle, retranscrit le bilan sur ce modèle-là. Vous êtes toujours en validation de toutes les étapes. Marcus euh, prend des initiatives, mais vous les faites valider, bien évidemment. Il va vous créer un document que vous archivez. Donc, vous avez une base documentaire, bien évidemment. Et après, ce document, vous en faites ce que vous voulez. Vous le conservez, vous le relisez, vous le passez à un remplaçant. Vous le faites envoyer par Marcus je disais, un médecin référent, un chirurgien. Ça, vous êtes bien évidemment libre. Marcus va régulièrement vous proposer, ou alors vous allez le solliciter. Alors, j'aimerais revoir un peu le formalisme de mon bilan. Qu'est-ce qui se pratique? Quelles sont les dernières évolutions? Alors, en termes de formalisme bilan, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais ça peut arriver. Vous dites, ou alors vous arrivez, vous êtes jeune, frais, vous sortez de l'école, vous n'avez pas l'habitude. Marcus, propose-moi différents formalismes bilan ou propose-moi des formalismes de bilan de telle ou telle école ou style donc thérapeutique. Il propose et vous construisez avec vous le bilan. Maintenant, on rajoute ça, enlève ça, conserve-le comme modèle ou conserve-le comme modèle pour telle pathologie, etc., etc. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. C'est sûr qu'on va avoir, le patient, voilà, qui s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou. On va peut-être avoir un modèle, de bilan ou de rapport qu'on doit envoyer à tel chirurgien parce qu'on a l'habitude de travailler avec ce chirurgien-là. Mais on peut avoir aussi, la personne âgée qui vient pour des troubles de l'équilibre et là, on va pas du tout être peut-être sur le même, on va dire Voilà, format. voilà. En tout cas, il y aura certaines spécificités OK. peut-être sur le bilan. OK, très clair. Donc là, on commence par, donc ce bilan. Marcus peut envoyer, c'est ça? Donc, ce document? Oui, alors justement, ça, j'en ai pas parlé, je voulais pas noyer mes auditeurs, mais ça, c'est encore une évolution très récente de l'intelligence artificielle générative. Elle s'appelle agentique. Tout simplement, il faut retenir le terme agent. Mmh. Donc en fait, on est passé à une étape technologique où l'IA va lancer des actions complexes. Et là, on fait appel à plusieurs agents, plusieurs intelligences artificielles, qui chacune va être spécialisée, celle qui va échanger, celle qui va être métier, là, qui a la connaissance. Et puis, il y a celle qui va lancer des actions, celle qui va être capable
d'envoyer un email, d'accord? On peut même imaginer envoyer des courriers en passant par des intermédiaires. Donc, une IA qui va être capable de lancer des actions complexes. Et c'est là que ça devient réellement intéressant parce que, OK, échanger, construire des documents, apporter de la valeur, très bien. Mais pour faire véritablement gagner du temps, il faut aller encore plus loin. Donc, il faut être capable de lancer des processus qui autrefois étaient faits par des humains. Voilà. C'est ça qui commence à être véritablement passionnant et sur lequel on va véritablement avoir une valeur ajoutée pour le monde du médical. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on on entend aussi aujourd'hui, hein, d'avoir, voilà, des espèces de ponts entre les différentes fonctionnalités, donc les boîtes mail et cetera. Donc c'est là où en effet, il y a une vraie valeur ajoutée parce que des fois, on peut avoir ce bilan, on est très content de l'avoir, mais on va oublier de l'envoyer ou on l'envoie une semaine après. Donc c'est vrai que ça perd un petit peu de son sens et ça nous, on va dire, surcharge toujours en charge mentale, hein, parce que c'est vrai que la charge mentale Oui. soignant, elle est extrêmement importante. C'est ça. Et vous faites bien de le souligner parce que le but de tout ça, c'est de soulager les soignants et de réduire leur charge mentale et qu'ils puissent se consacrer à leur métier, qu'ils aient plus de valeur ajoutée sur leur métier. Enfin, je reviendrai sur notre vision, mais c'est quelque chose qui est central. Alors pour le patient, qu'est-ce que ça va lui apporter justement? Parce que là, on voit que, on a notre patient, on reprend notre patient un peu test, qui vient. Il a eu son premier bilan avec son kiné. Souvent, le kiné va lui dire: «Bah, voilà, vous allez devoir faire peut-être certains exercices à la maison». Comment, en tout cas, il peut y avoir cette relation qui va se créer avec le patient? Alors, l'outil est orienté praticien. Mmh. C'est à lui qu'on veut faire gagner du temps, c'est un outil pour lui. Le but, c'est de pas gêner et déranger le patient, que ça soit pour lui transparent, indolore, etc. Mais bien évidemment, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée au patient? Et donc, cet élément-là est tout de même, paraît tout de même important. C'est le fait que le patient puisse avoir un lien privilégié avec le praticien et me semble-t-il, c'est ô combien important dans cette période où obtenir un rendez-vous, avoir son médecin de famille comme on l'avait autrefois est difficile, voire inexistant. C'est d'avoir donc de permettre au patient d'être en relation à travers Marcus de manière privilégiée et permanente avec le praticien. Alors bien évidemment, le but n'est pas de permettre au patient d'appeler en direct le praticien. Le praticien n'en voudrait pas. Marcus fait le job. Marcus fait l'intermédiaire, filtre, sachant que, je le répète, il a le niveau de compétence de son praticien. Euh, il détecte, il filtre, il relance, il envoie de l'information. Il prévient, bien sûr, le praticien en cas de souci. Et donc, la valeur ajoutée pour le praticien, c'est justement ça. C'est d'être en fait quelque part réassuré par l'intermédiaire de Marcus dans son quotidien. Une sorte de sécurité permanente. Et on pourrait même imaginer à terme que ça soit valable pour l'ensemble donc des pratiques médicales et que l'ensemble des patients que nous sommes soyons connectés en permanence et en cas de souci immédiatement à travers les Marcus, n'est-ce pas, en lien avec les praticiens et être capable d'une interaction beaucoup plus rapide, une prise en charge plus rapide, etc., etc. Et après, ce que je voudrais rajouter, c'est que si on prend un peu de champ, ce qui serait tout à fait intéressant, sur lequel on est en train de travailler, c'est que une fois la période de traitement chez votre praticien, bon là on parle des kinés, ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est qu'en fait vous poursuiviez ce lien avec Marcus alors que vous n'êtes plus en lien sur votre thérapie avec votre kiné, que Marcus continue à veiller, ok, et le jour, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, où vous avez un souci, donc en fait Marcus, vous allez revenir vers votre praticien, puisse faire une synthèse et écrire l'historique médical que vous avez eu entre la dernière fois où vous êtes venu et le problème que vous avez auprès du praticien. Quelque chose qui serait très précieux
justement, pour pouvoir gagner en efficacité, en efficience quant à l'analyse de tout ce qui a pu se passer. On peut tout imaginer. Vous êtes blessé 3 ou 4 fois, vous n'êtes pas allé voir votre kiné parce que c'était des petites foulures, etc. Mais par contre, vous avez questionné Marcus, vous l'avez informé, ou lui vous a sollicité, puisqu'il va vous solliciter. Ça va, ce mois-ci, je sais que tu fais du football, il s'est rien passé, ou alors le match de dimanche, t'as pas eu de problème, voilà, bref. Et donc pour le praticien, c'est une mine d'informations de savoir tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps où vous êtes resté en lien avec votre assistant. Alors justement, vous avez dit à un moment que Marcus, il était, autant compétent, en tout cas qu'il avait une vraie compétence. Comment elle se construit cette compétence? Comment en fait Marcus, peut en tout cas avoir, toutes ces données? Comment en tout cas il fait sa veille sur ce métier-là? Alors, très simplement, on a entraîné Marcus, si on parle du métier de kiné, à être un bon kiné. Et comment il est un bon kiné? Il a suivi les études de kiné. Non, je plaisante un petit peu. Mais en fait, on a, avec les professionnels de santé, sélectionné, une nouvelle fois, nous ne sommes pas du métier, nous sommes juste entourés des bonnes personnes avec qui nous collaborons au quotidien. Donc, nous sommes allés sourcer les données officielles de référence sur lesquelles Marcus, au quotidien, puisqu'il y a des mises à jour, Et oui. travaille. Puisque Marcus fait de la veille scientifique, j'en ai pas encore parlé, mais beaucoup de kinés aimeraient ou rêveraient avoir le temps d'avoir des informations régulières sur les sorties scientifiques, sur leurs métiers qui sont publiés dans le monde. Justement, avec Marcus, vous pouvez le faire. Il va vous tenir au courant régulièrement et sur quelle source s'appuie-t-il? Bien sûr, HAS, PubMed, enfin voilà, on a des références sur lesquelles on a travaillé avec des médecins référents d'ailleurs de l'HAS, avec qui on est en relation, pour pouvoir afficher des références qui sont les références du métier en fait. Ouais, c'est ça qui est toujours compliqué parce que, bon, on parle des kinés, mais on sait que ça peut être vraiment très généralisé sur toutes les professions de santé. Les recommandations, elles changent régulièrement et c'est vrai qu'aller chercher l'information, c'est un peu souvent quand même le parcours du combattant. Ouais. Pour l'avoir vécu, aller sur PubMed et aller, arriver à retrouver telle ou telle recommandation ou telle étude qui a été publiée, il faut quand même avoir, on va dire un certain entraînement pour, retrouver ça et encore une fois, on y revient, c'est encore du temps qui est perdu, et donc souvent on peut passer à côté, d'une nouvelle étude, d'une certaine recommandation, d'une nouvelle thérapie aussi qui pourrait, améliorer, une pathologie pour un patient. Est-ce que Marcus, il le fait de manière automatique? C'est-à-dire que, automatiquement, moi je suis kiné, je vais recevoir, je sais pas, une alerte sur mon téléphone qui va me dire: «Bah, voilà, pour les hernies discales, il y a eu ça qui est sorti, est-ce que tu veux le lire?» Ou alors c'est à moi d'aller lui demander de chercher, cette, étude-là? Alors Marcus ne fait rien automatiquement tant que vous ne le lui demandez pas. OK. Il va vous suggérer au fil de la relation avec lui, régulièrement, il va être force de proposition. Est-ce que ça t'intéresse? Tu travailles sur tel ou tel sujet. J'ai remarqué que tu avais tant de patients, un pourcentage que tu traites sur cette pathologie. Est-ce que ça t'intéresse? Il va suggérer des choses, mais il va jamais faire quoi que ce soit de manière autonome. Ou alors c'est vous qui allez lui dire, fais-moi une veille tous les X temps sur tel sujet, etc., etc. Donc on peut quand même l'ultra personnaliser. C'est-à-dire vraiment lui dire: «Moi, je veux fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Je veux avoir ma veille une fois par mois, je veux avoir mes rapports de telle façon, je veux discuter avec tel patient ou pas». Ça permet quand même de, arriver à ce que vraiment ce soit un assistant qui connaisse très, très bien en fait le professionnel. On en arrive à la notion, Ouais, l'assistant ouais. physique, la secrétaire qui disait «Bonjour, monsieur Jacques, comment allez-vous? Comment va votre épaule?» Enfin voilà, il y a une personnalisation et c'est à ça qu'on veut arriver, avec Marcus. On a parlé justement donc de tous ces rapports, de tous ces documents. Il y a un espace en fait de stockage, pour Marcus, c'est-à-dire Marcus peut avoir la capacité de stocker ou alors est-ce qu'on est obligé d'avoir notre, alors je pense que je vais faire, crier des gens, c'est quand je vais dire ça, mais c'est quand même le quotidien, mais notre Google Drive ou notre cloud, qui est intégré ou alors Marcus a son propre espace de stockage? Il a son propre espace Drive, on l'appelle le Drive d'ailleurs, c'est un mot largement utilisé. Donc je vous le disais, vous êtes
sur le chat, vous échangez avec lui sur un patient X ou Y. Donc, vous avez fait un bilan, vous avez le document bilan qui est rédigé, il vous convient, etc. Ben, il va automatiquement le stocker sur le Drive et donc vous pouvez utiliser ce document à volonté dans votre activité. Et il fait ça pour l'ensemble de ce que vous souhaiterez qui devienne un document. Donc vous êtes en train d'échanger avec lui sur par exemple donc un protocole d'exercice. Ben, vous lui dire t'as ce protocole, fais-moi un document, j'aimerais le conserver et puis ensuite envoie-le au patient derrière. Par exemple, le protocole sous forme de document parce que ce patient aime bien avoir les documents formalisés, etc., etc. Moi, ça me rappelle une situation vécue, hein, c'était, voilà, moi, je m'étais fait mal au genou il y a quelque temps et c'est vrai que le kiné me faisait des petits dessins, sur un papier, en fait, pour me dire: «Voilà les exercices, que tu dois faire, en fait, à la maison», parce que, moi, je peux venir qu'1 à 2 fois par semaine chez le kiné et il faut pour autant que ces exercices soient faits un peu plus régulièrement et c'est vrai que c'était hyper fastidieux parce que, le papier, on le perdait, je me rappelais plus exactement ce qu'il fallait faire, et c'est vrai que, il y a aussi un côté observance, du patient qui est quand même indispensable dans ce type, on va dire, de prise en charge. Oui, tout à fait. Ça fait partie des constats qu'on a pu faire avec les groupes de travail de kiné ou de professionnels de santé. C'est ça, c'est alors déjà le fait que chacun a sa méthode de travail. Vous avez celui qui vous le fait sous forme de papier, celui qui va vous le faire d'un point de vue physique. Hein, il va vous le montrer. Vous avez ceux qui ont déjà des exercices, des bases d'exercices et qui utilisent les bases d'exercices et qui va vous dire allez sur tel site, regardez à telle adresse, tel exercice, ou qui va vous l'envoyer par SMS ou par email, etc., etc. Nous, ce qu'on dit, continuez à utiliser tout ce que vous utilisiez, mettez juste Marcus dans la boucle, en fait. C'est-à-dire que celui qui fait ça son dessin sur son papier, on va dire, prends ton dessin en photo quand tu es sur Marcus, et c'est tout. Et Marcus, du coup, derrière, va vous l'envoyer, vous, patiente, derrière, quand vous serez à la maison, quand vous allez lui demander, il aura cette référence, il va analyser, il connaîtra l'exercice, etc., etc. Vous pouvez vous pouvez également vous prendre en vidéo en train de réaliser l'exercice qui est à faire, ou prendre le patient. Voilà, Marcus, derrière, s'occupera, derrière, fort de l'exercice qui a été donné, de relancer et suivre le patient avec ça. Pour le patient, même si on a bien compris, hein, que Marcus quand même s'adresse énormément aux professionnels, mais pour le patient, est-ce qu'il faut que lui, il ait, une appli à télécharger, pour recevoir justement ces notifications? Non, pour l'instant, on a fait un autre choix, justement par souci de simplicité. On a fait le choix de passer via WhatsApp, puisque 90% des possesseurs de téléphone ont WhatsApp. Donc en fait, c'est WhatsApp qui fait le lien entre Marcus et le patient. Donc quand on envoie une information, ça passe par WhatsApp et donc le patient ressent sur WhatsApp sur une communication qui vient de nous, hein, de notre société. Voilà, il a bonjour, je suis Marcus, l'assistant de votre kiné. Et voilà, il m'a donné une recommandation pour vous. Comment allez-vous? Il m'a demandé de vous demander comment vous allez suite à l'exercice, etc., etc. Oui, donc en plus, ça reste quand même, on va dire, simple aussi pour le patient. Il est pas obligé d'avoir une interface encore une fois, une nouvelle appli sur son téléphone. C'est le Donc choix qu'on a fait, sachant qu'il faut savoir que WhatsApp est mal, et je le dis parce que c'est pas toujours connu, c'est quand même un outil qui est très sécurisé, hein, qui est extrêmement sécurisé. C'est d'ailleurs très compliqué d'arriver à travailler avec eux pour nous-mêmes professionnels. Donc c'est une interface qui est sécurisée et donc en termes de données, il y a une anonymisation totale qui se fait là-dessus, donc on peut travailler en toute tranquillité. sur votre espace de stockage, est-ce que vous êtes aussi concerné par tout ce qui est confidentialité des données, puisque ce sont des données patients? Heu, Complètement. Ça c'est le socle vraiment de base, et les sujets sur lesquels on a travaillé au tout début, c'est d'être conforme RGPD, ça c'est important, et puis 2 d'être agréé données de santé, hein, ce qu'on appelle le HDS, hébergé en France, ça c'est important aussi. Ça c'est le socle vraiment de base sur lequel on ne pouvait pas. Et alors justement, ça nous procure un petit avantage, enfin un avantage même certain, c'est qu'aujourd'hui vous avez quand même beaucoup de praticiens qui commencent à travailler avec les IA style ChatGPT ou d'autres. Ils sont pour une bonne partie conscients qu'il doit y avoir un souci en termes de sécurité des données. Quand on leur explique pourquoi, et quand on leur explique que ce qu'on propose, c'est
comme ChatGPT, si vous voulez, comme les IA, sauf que bon, déjà une spécialisation métier plus une gestion de l'activité. Pour eux c'est évident, il faut basculer et pour être sécurisé et en plus avoir une puissance et une gestion du quotidien bien plus agréable. Oui, et puis c'est surtout que ça reste très simple, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont un petit peu habituées à avoir une conversation avec, voilà, des ChatGPT ou des Mistral ou autres, on reste sur la même logique de chat, mais avec un outil, d'une part, sécurisé et comme vous avez dit, surtout spécialisé à la profession. Ce qui est quand même pas le cas, voilà, de ces autres outils où on a quand même un risque d'erreur, qui est quand même C'est ça, exact, assez important. tout à fait. Quelles ont été les réactions, justement, quand vous avez, commencé à déployer, Marcus, auprès, voilà, des kinés, et aussi des orthophonistes? C'est quoi les 1res choses qui sont ressorties? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, sur, voilà, sur les commentaires que vous avez pu avoir? Alors, on a essayé de travailler, en plusieurs étapes. On est allé bien sûr la facilité et puis il y avait un enjeu de réussir, les maquettes et tous les outils, tests. On est allé vers ceux qui étaient déjà, sensibles, voire, très intéressés par l'intelligence artificielle. Donc ça nous a donné, une proximité, et ça a éliminé toutes les réactions qui auraient pu, polluer ce travail préliminaire. Donc c'était plutôt, agréable et constructif. Et ensuite on s'est confronté, je dirais, à une masse un peu plus, large et représentative du métier. Et en fait, on n'a pas eu de frein significatif. Et c'est très représentatif également de la population. Vous avez quand même toujours une bonne partie qui est assez réticente au progrès. Donc non, je n'irai pas. Jamais je n'irai là-dessus. C'est quelque chose qui est susceptible de me remplacer, etc., etc. Bon, bien sûr, on explique que c'est pas du tout le cas. Alors vraiment sur le métier du kiné, Mmh. c'est juste impossible. Peut-être dans 10 générations, on aura ça qui sera possible. Aujourd'hui, pas du tout. Donc, on a eu des réactions de ce type-là. Et après, vraiment l'essentiel, vraiment la masse, ça c'est j'ai pas de temps pour m'y intéresser, mais je suis conscient qu'il faudra qu'un jour je m'y intéresse. En fait, ça c'est la masse. C'est la masse. Pourquoi? On a la chance d'avoir depuis 2 ans des gens qui ont fait le boulot pour nous, d'évangéliser sur le fait que l'IA générative permet de faire des choses assez fantastiques. Tout le monde l'a plus ou moins testé. L'IA, elle est partout. Elle est dans les voitures, elle est dans les téléphones. Voilà. Donc il y a un travail d'évangélisation de manière globale au grand public qui a été faite. Et donc du coup, les gens sont conscients qu'il y a quelque chose qui se passe et ils veulent pas laisser passer le train là, donc il va falloir qu'il monte, mais pour l'instant je suis débordé, je peux pas. Voilà, donc c'est surtout ça. Ouais, c'est souvent le constat, enfin, alors après, c'est sûr, c'est le secteur de la santé, mais je pense quand même qu'il y a d'autres secteurs, qui sont aussi, un peu réfractaires. Puis surtout, on a très peur de l'IA, hein. Moi, je sais que j'avais eu beaucoup de retours, j'avais fait un épisode aussi, sur les secrétariats médicaux où, souvent les secrétaires sont très affolés, par l'intelligence artificielle et souvent, en fait, une fois que, le process est expliqué, une fois qu'on voit la valeur ajoutée, c'est juste que ça permet surtout de recentrer en fait, des professions, à leur cœur de métier et surtout à des tâches qui sont, beaucoup plus intéressantes et beaucoup moins chronophages comme rédiger un rapport, envoyer un mail. On est beaucoup plus dans le contact avec le patient, qu'on soit soignant, ou secrétaire médical, hein. C'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, sur les professions, et c'est sûr qu'il faut quand même passer ce cap à un moment de dire: «Allez, cette fois-ci, je vais m'y intéresser et puis j'arrive pas avec mes idées reçues». Voilà, c'est ça. Donc ça, le temps va faire son œuvre, bien évidemment, mais il faut commencer par ceux qui sont plutôt favorables et petit à petit, moi je travaille avec toutes les instances pour mettre en place des ateliers de sensibilisation pour le plus grand nombre. Voilà, ça va se faire dans le temps, mais on est patient et on est là pour jouer dans la durée. Les projets d'élargissement aujourd'hui, là, vous vous êtes intéressé à 2 professions. Est-ce que le but est de rester sur
ces 2 professions ou de pouvoir élargir? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées? Parce que c'est vrai qu'on parle des professionnels de santé. Je pense qu'on pourrait se dire, et les infirmiers libéraux, et les sages-femmes et les médecins. Est-ce que vous êtes plutôt cantonné au milieu libéral ou est-ce que le milieu hospitalier, c'est quelque chose auquel vous pensez? Alors, on a été sollicité par d'autres métiers du libéral. Donc on est en train de s'ouvrir, sachant qu'en fait c'était une évidence qui était sous nos yeux, mais bon, on était tellement concentrés, on n'y était pas allé de prime abord. Mais en fait, faire gagner du temps, avoir un assistant, suivre des patients, on le retrouve dans pas mal de métiers. Mmh. Donc on a été sollicité, donc on va ouvrir progressivement à d'autres métiers, sachant que c'est pas très compliqué pour nous. On a fait le plus gros du travail. Il faut le faire, voilà. Donc on a des groupes de travail qui sont en train d'être mis en place sur d'autres métiers pour voir éventuellement les spécificités et adapter Marcus si c'est nécessaire. Donc oui, c'est déjà en marche. Par contre, les institutions, pour l'instant, non, c'est pas prévu parce que la démarche est vraiment a priori différente. Enfin, Mmh. j'ai pu étudier un petit peu le sujet avec des gens qui sont bien implantés. C'est pas encore prévu. Je sais pas si on ira. Pour l'instant, on va se concentrer sur le libéral et on a déjà de quoi faire. Ouais, c'est vrai que le milieu libéral et le milieu hospitalier, c'est quand même 2 secteurs, on va dire, assez différents. Le milieu libéral déjà, le praticien est souvent maître un petit peu quand même de son organisation. Alors c'est un atout d'un côté, mais souvent il est quand même très seul dans sa pratique, hein. Donc lui, il a pas de relais, il a pas un support, qu'il peut appeler, pour lui dire: «Eh ben, attends, résous-moi ce problème». Donc c'est vrai que vous touchez, je pense aussi du doigt le côté, voilà, isolement de ces professionnels et comment les aider dans leur quotidien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement la difficulté. Il y a aussi quand même ces charges administratives qui sont de plus en plus importantes. On leur demande beaucoup de traçabilité, beaucoup de documents et donc c'est vrai que ça, c'est peut-être des choses où il y a, 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas du tout. Donc c'est vrai que cette charge-là, elle est bien plus importante, à juste titre bien sûr, mais pour le praticien, ça demande, d'avoir vraiment une partie de sa journée où il va devoir, voilà, gérer ce genre de choses et donc ne pas recevoir de patients. Et dans des secteurs où on est en manque quand même cruel, de professionnels, c'est vrai qu'à un moment, ça va compliquer en tout cas la prise en charge du patient. C'est ça. Est-ce que vous avez senti une difficulté, vous, à rentrer en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la santé? Ça a été compliqué pour vous? Non, dans la mesure où, mais ça, enfin, je dirais, c'est mon expérience d'entrepreneur. On a très vite travaillé avec des professionnels de santé, Ouais. heu, qui me paraît, déjà être une évidence, hein. On rentre pas dans un secteur que l'on ne connaît pas, comme ça. Il faut en avoir l'expertise, on peut pas l'avoir soi-même, donc on s'entoure. Des gens qui étaient en plus très intéressés par la découverte du monde Mmh. entrepreneurial, donc c'est vraiment un un échange et c'est ça qui est vraiment, passionnant. On s'apporte mutuellement des choses, on vit une expérience commune et donc de ce fait, on est arrivé avec, la légitimité de l'équipe en fait. Mmh. Voilà, tout simplement. Et est-ce que vous, voilà, justement, ne venant pas de la santé, moi, c'est souvent une question que j'aime bien poser, à des profils un petit peu comme vous qui, voilà, vous n'êtes pas professionnel de santé. Alors, le système de santé aujourd'hui, comment vous le enfin, c'est quoi votre vision des choses? Est-ce que c'est une vision, d'un système très archaïque, très ancré dans ses process? Ou au contraire, on est plutôt aujourd'hui, on ouvre la porte vraiment sur quelque chose de complètement différent, où on est en train un peu de révolutionner nos pratiques? Mmh. Écoutez, moi, je vais pas avoir la prétention d'avoir une analyse, déjà, je suis pas de secteur, ça fait pas très longtemps, donc je peux pas avoir une vision, large et approfondie, mais en même temps, j'ai un œil extérieur qui peut apporter, un angle différent. Moi, je trouve que, par rapport à tout ce que justement j'ai vécu en termes de technologie sur mes expériences précédentes dans d'autres secteurs, je trouve que il y a une belle dynamique, et je vous avoue que je m'attendais presque à quelque chose de contraire. Il y a une belle dynamique, il y a déjà énormément de process qui sont en place. Donc non, là, c'est assez positif, assez rassurant. Je dirais qu'on est sur de l'humain, donc l'humain, de manière générale, il y a toujours un frein, à l'adoption, au progrès, donc ça, je dirais,
Rien de nouveau sous le soleil, c'est comme dans d'autres secteurs. Euh, non, j'ai pas, je suis plutôt rassuré et positif là-dessus. Je pense que nos gouvernements font à peu près ce qu'il faut sur les sujets de digitalisation. Alors bien sûr, on rêverait que ça aille beaucoup plus vite. Ouais. Ça, c'est sûr. Ben, nous, notre rêve, c'est que chaque praticien du monde ait un assistant pour lui permettre de mieux soigner et de plus soigner, bien évidemment. On pense même que, et j'espère que les instances nous entendront, on peut participer, contribuer à notre échelle avec la technologie. Donc, il y a Générative, à réduire ou à participer à régler en partie la problématique des déserts médicaux, parce que bien évidemment, si on a plus de temps, si les praticiens ont plus de temps, ils soigneront mieux, ils soigneront plus. Donc ça peut permettre, alors là, il faut que ça soit des décisions politiques, mais en tous les cas, on pense qu'on peut contribuer à cela. C'est vrai que moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de plus en plus de personnes, en tout cas d'entrepreneurs, qui se lancent, en tout cas, dans la santé ces dernières années. Heu, Quel conseil vous donneriez? Parce que vous êtes quand même, on va dire, un entrepreneur, avec une bonne expérience. Alors, sur la santé aujourd'hui, c'est un nouveau projet, mais je sais que voilà, vous avez aussi fait d'autres choses dans d'autres secteurs. C'est quoi le conseil que vous donneriez pour arriver à se lancer? Parce que je pense qu'on a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées pour la santé, heu, mais on voilà, on commence par quoi? Oui, alors il y a un mélange de conseils d'entrepreneurs et de conseils d'entrepreneurs dans la santé. Alors bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, la santé, il faut y arriver avec une connaissance métier. Alors que Mmh. ça soit la vôtre ou que ça soit celle de vos associés ou des personnes avec qui vous travaillez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de praticiens de santé qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc à partir du moment où ils sont accompagnés par des entrepreneurs, il n'y a pas de souci. Moi, j'en connais où il y en a certains qui s'y lancent en tant que praticiens parce qu'ils ont une bonne idée, mais jamais solo parce qu'il y a des contraintes entrepreneuriales, technologiques qu'on rencontre systématiquement. Moi, j'ai créé une douzaine d'entreprises et je sais exactement quels sont les freins sur tout le parcours et les obstacles. Et après, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est un marché qui est très intéressant. Il faut jouer avec la réglementation. Ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient. Donc, il faut quand même bien voir le sujet sur lequel on va travailler, comment il est réglementé et est-ce que ça sera un avantage ou un inconvénient. Et puis, choisir un secteur suffisamment large pour pas aller sur une niche. Mmh. Parce que les niches, c'est plus compliqué, à moins d'avoir une innovation hyper pointue, hyper technologique, ce qui arrive parfois. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention au marché. Voilà, nous, sur le libéral, vous avez 70 000 kinés en libéral en France. Vous en avez 500 000 en Europe, puisque bien sûr, on va pas rester juste en Non. France. Et si je rajoute toutes les autres pratiques du monde libéral, on est sur un gros marché. Mmh. Ça, c'est important avec une belle dynamique. Alors, il y a d'autres freins, mais en tous les cas, déjà, on parle d'un gâteau. Là, c'est l'entrepreneur qui parle, qui est grand et qui est large. Sur en plus une technologie qui est émergente. On peut quasiment dire que personne fait ce qu'on fait aujourd'hui. Chacun y arrive par des aspects différents, mais les personnes qui ont démarré sur les praticiens libéraux dans la santé, full IA natif, comme on dit, il y en a pas en tous les cas en France. Voilà. Alors après, c'est un pari. Marchera pas. Personne ne peut le dire. Voilà, il faut choisir de la rupture, des marchés de taille significative et surtout s'entourer, bien évidemment, pour avoir une pluridisciplinarité dans les compétences de l'entreprise. Ouais, puis moi, en fait, je me rappelle au tout début de l'épisode quand vous avez dit, ça part souvent en fait d'une idée de quelqu'un de notre entourage, d'un repas, voilà, avec, 2 amis. Faut observer, faut écouter. Mmh. Et je pense que ça, c'est hyper important d'être très ouvert aussi à ce qu'on a autour de nous. Moi, pour la petite anecdote, j'ai réussi à faire cet épisode par un de mes amis, qui m'a envoyé votre article. Vous étiez passé dans la presse, en fait, il y a pas très longtemps. Et donc, il m'a de suite dit, alors qu'il n'est pas de la santé, je tiens quand même à le préciser, et il m'a dit, «Je pense qu'il y a quelque chose à faire, il faut peut-être les contacter». Et je pense que c'est très important de se dire que, voilà, l'entourage qu'on a autour de nous, est souvent, voilà, source d'idées. Après, il faut juste rester très ouvert et voir tout ce qui se passe. Frédéric,
si on est intéressé par Marcus, qu'on a très envie de tester votre solution, ou alors on a juste envie de discuter avec vous parce que vous êtes entrepreneur et que vous avez une certaine expérience et qu'on a envie d'échanger, comment on peut vous contacter? Vous allez sur marcus-santé.com. Vous aurez accès à tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, vous pouvez prendre contact avec nous et bien évidemment, vous pouvez tester le produit. Il est encore en accès gratuit puisque nous sommes en fin de phase bêta. Donc dépêchez-vous, venez vite le tester gratuitement, vous l'installez et vous l'utilisez librement. On reste bien sûr en veille à vos dispositions si vous avez des soucis pour l'utiliser, mais vous pouvez l'utiliser librement, en accès libre, puisqu'à partir du 3 novembre, on lance notre produit en commercialisation et là, bien évidemment, il va falloir payer un petit peu pour pouvoir l'utiliser. Donc il reste quelques jours puisque là on enregistre aujourd'hui, on est mi-octobre, donc on va vite sortir l'épisode justement pour que tous nos amis kinés puissent tester rapidement la solution et pouvoir ensuite bénéficier des services de Marcus. Frédéric, merci beaucoup pour cet épisode, c'était très intéressant. Moi, j'ai encore appris beaucoup de choses sur tout ce qui est IA. À chaque fois, je me dis bon, cette fois-ci, c'est clair, j'ai bien compris. Vous voyez, j'ai encore appris. Et je pense que exactement, je pense qu'on apprend tous les jours. Et puis quelqu'un m'a dit un jour que sur l'IA, je crois que chaque jour, il y aura une nouveauté qui va arriver. Oui, Donc, il faut bien se tenir au courant de tout ce qui se passe. Il faut arrêter de courir après les nouveautés, sinon on court tout le temps et on se pose pas pour avancer. Frédéric, merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.